dans la vie, on passe par 4 étapes. La première étape que j'ai appelée la survie, c'est là que j'étais quand j'étais très jeune. D'un pauvre garçon immigré qui ne parlait pas un mot d'anglais, mon travail a maintenant un impact sur les gens dans 100 pays. Je suis né à Hong Kong. J'ai immigré au Canada quand j'avais 14 ans. Le premier jour, je n'ai même pas passé la porte. J'avais tellement peur. J'étais l'un des 3 enfants chinois de mon école. Je me faisais engueuler, je me faisais tabasser, on me bousculait, je ne posais jamais de questions, je ne levais jamais les mains. Juste après l'école, je prenais mon sac à dos, j'allais à mon casier, je ne regardais personne, je ne regardais pas, et je rentrais chez moi. Peu de temps après, ma mère et mon père ont divorcé quand j'avais 16 ans. Un jour, quand je rentrais de l'école, ma mère restait dans la chambre, mais elle parlait au téléphone avec quelqu'un, et après l'appel, elle a ouvert la porte et je pouvais voir qu'elle pleurait. J'ai dit « Maman, tout va bien ?» Et elle m'a dit « Tu sais, je parlais au téléphone avec ton père et il m'a dit qu'il avait fait faillite. Il a fait faillite, il ne pouvait plus nous envoyer d'argent. » Ma mère a toujours été très positive et elle est comme un ange pour moi. Mais c'est la première fois de toute ma vie que je regarde ma mère maintenant, dans un pays où elle ne parle pas la langue, où son fils ne passe pas au lycée, sur son visage, le désespoir. J'ai dit, je me fiche de l'effort que cela demande, je ne veux plus jamais revoir ça. Je n'avais pas de figure paternelle, je n'avais pas de modèle. Ma figure paternelle, c'était quand je regardais un film de Bruce Lee. C'était la façon dont le dragon combattait Chuck Norris. C'était un type qui ne parlait pas anglais. Il est allé à Rome et il a été critiqué. Puis soudain, il a botté des culs et protégé les gens. Alors il est devenu virtuellement cette figure paternelle que je n'ai jamais eue. Ce maître de kung-fu musclé et fort que vous voyez. Tout de suite après, près de chez moi, il y avait une école de karaté. Alors je me suis inscrit dans une école de karaté. Cela m'a donné la confiance, le courage. Et à partir de là, j'ai fait un commentaire. Quoi qu'il en coûte, je n'ai pas besoin de mon père, je le prendrai, je serai l'homme de la famille, je m'occuperai de ma mère. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais faire quelque chose pour gagner de l'argent. Et je tondais la pelouse pour les gens, je livrais du papier, tout ce qui pouvait rapporter de l'argent. J'essayais toutes sortes d'idées commerciales et ensuite, j'ai lancé ma propre agence de publicité. Mon premier succès a été de pouvoir subvenir aux besoins de ma mère. Enfin maintenant, je peux aller à l'épicerie et ne plus avoir à aller au rayon presque périmé pour acheter des fruits et légumes. Ce fut vraiment un tournant. Donc après, je n'ai pas parlé à mon père pendant plusieurs années parce que j'étais en colère contre lui, parce que j'avais un peu mûri. Puis je l'ai appelé et on a parlé de ce qui s'était passé. Et il a vu que je m'en sortais très bien. Je gagnais environ 10 000 $ par mois quand j'étais jeune, 6 chiffres par an. Je savais qu'il ne s'en sortait pas. Et qu'il s'inquiétait de savoir où vivre. Alors à cette époque, je suis retourné à Hong Kong et je marchais dans la rue. À Hong Kong. Nous nous sommes arrêtés, j'ai regardé et j'ai dit « Papa, tu vois cette fenêtre là-haut ?» J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti un trousseau de clés et je l'ai mis dans ses mains. Mon père avait l'air perplexe. J'ai dit « Papa, je t'ai acheté cette maison. Tu as un endroit où vivre maintenant. C'est à toi. » Il pleurait. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est « Fiston, allons déjeuner. » Ce regard a rendu tout ça intéressant. À ce moment-là, nous avons parlé et il a dit « Tu sais, la semaine prochaine, fiston, je vais à l'hôpital pour un examen de routine. » Et puis, je sais que le lendemain de son examen, je n'ai pas reçu l'appel. J'ai trouvé ça un peu étrange. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma tante. J'ai décroché le téléphone, il était environ 3 heures du matin, très tard dans la nuit. J'ai dit « Ton père est aux urgences, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais à ce moment-là, je courais après le plus gros contrat que j'ai jamais fait de ma vie.
J'ai dit, je dois être aux États-Unis, je dois finir ça avant de revenir, parce que c'est un contrat très important. J'ai dû faire une petite vidéoconférence avec mon père que je pouvais voir à l'hôpital, les cheveux tout gris, il avait un tube, il ne pouvait pas parler. Je pensais que je le rendrais fier. Je pensais que je conclurais l'affaire, que j'irais à Hong Kong, et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Je n'ai jamais rien pu lui dire. C'était vraiment le plus grand regret. Et j'aurais aimé le savoir. À partir de ce moment, j'ai réalisé quelque chose. Que je courais après l'accomplissement, que je courais après toutes ces choses, et puis soudain, mon père est parti. Soudain, toutes ces choses signifient beaucoup moins pour moi. L'argent, la richesse, la gloire, tout ça. Je crois que dans la vie, on passe par 4 étapes. La première étape que j'ai appelée la survie, c'est là que j'étais quand j'étais très jeune. Et ensuite, le passage de la survie à la sécurité. Vous payez les factures, vous avez un toit, vous avez une voiture, vous prenez soin de votre famille, et puis un pourcentage des gens passe à ce que l'on appelle la 3e étape, qui est le succès. Quand on a du succès, on n'a pas seulement tout ce dont on a besoin, on a tout ce qu'on veut. J'opère sur cette scène pendant les 10 premières années de ma carrière. Et après cet incident, après le décès de mon père, je suis passé de la réussite à l'importance. Quand on passe du succès à l'importance, il ne s'agit plus seulement de soi, de ce que l'on veut ou de ce que l'on veut avoir. Il s'agit de ce que je veux posséder. D'un pauvre garçon immigré qui ne parlait pas un mot d'anglais, mon travail a maintenant un impact sur les gens dans 100 pays. Cela semble tellement cliché, mais c'est ce que vous léguez. Quel est votre impact? Que voulez-vous laisser derrière vous? Ce pourquoi vous voulez être connu après votre départ. Dans notre société, nous ne prenons pas le temps de ralentir un peu, et d'être reconnaissant, et de trouver les petites choses pour être reconnaissant. Les choses autour de moi, ma famille, mes amis, mon équipe, mes étudiants, chaque petite chose. Toute la tragédie, toutes les erreurs, tous les maux de tête, toutes les épreuves, vous n'aimerez peut-être pas cela. Vous détesterez probablement cela. Mais vous regarderez en arrière et ça sera la plus grande chose qui vous soit jamais arrivée. Tout dépend de la façon dont vous l'interprétez. Et c'est pourquoi les gens continuent à courir après ce qui vient ensuite et ne sont jamais heureux. Si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez, vous ne serez pas reconnaissant même si vous en avez plus. Je dis donc, soyez reconnaissant avec ce que vous avez, tout en vous efforçant d'en avoir plus.